Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission permet chaque dimanche de faire le tour des grands points qui ont marqué l'actualité nationale et internationale à travers les analyses et les commentaires des confrères de la presse nationale. Les débats ce dimanche portent sur 5 sujets. Il s'agit de la 71e Assemblée générale de l'ONU à laquelle a pris part le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, la rencontre entre le gouvernement et les familles des victimes de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 et du putsch manqué de septembre 2015, la première édition de la Semaine nationale des activités minières d'Afrique de l'Ouest à Samao, des journées parlementaires du groupe MPP, du groupe parlementaire MPP, et enfin de la situation au Gabon et en République démocratique du Congo. Pour parler de ces principaux points de l'actualité, je suis en compagnie de Ladji Bama du journal Le Reporter. Bonjour Bama. Bonjour Samuel. Également sur ce plateau, Soumaïla Rabo de Savane FM. Bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Yacinthe Sanou est avec nous. Il est de la radio Omega. Bonjour. Bonjour Sayon. Et nous attendons probablement Arnaud Mohamed Ouedraogo de l'Observateur Palga. Nous espérons qu'il nous rejoindra tout au cours de cette émission. Et voilà, donc la 71e Assemblée générale des Nations Unies se tient du 20 au 26 septembre à New York. Vous savez bien, les débats se sont focalisés sur les conflits, la question de migration, de paix et de sécurité à travers le monde. Le président du Faso a prononcé un discours à cette tribune internationale. Vous l'avez certainement écouté, ce discours. Alors, comment vous l'avez trouvé, finalement, Rabo? Merci Sayon. Le président du Faso a prononcé son discours, je l'ai écouté, mais il est passé un peu inaperçu parce que c'était un peu des redites, c'était des lieux communs, rien d'exceptionnel. Bien entendu, il a posé les problèmes qui étaient en train d'être discutés aux Nations Unies, les conflits armés, les changements climatiques. Oui, ce sont des problèmes qui sont effectivement posés, mais pour moi, le débat, il doit être ailleurs. Le débat, il doit être ailleurs et je crois qu'on a besoin de plus en plus de chefs d'État courageux. Je ne vais pas dire un peu fou comme Muammar Kadhafi qui faisait 2 heures quand on lui demandait de parler 5 minutes. Je ne dirais pas aussi forcément comme Thomas Sankara, mais des chefs d'État qui peuvent demander une réforme en profondeur ou un bouleversement du système des Nations Unies pour qu'il ne soit pas un instrument des puissances contre les plus petits. Je crois que c'est là que moi j'attends les chefs d'État africains. C'est pas au niveau des discours qui tiennent dans le sens de dire oui, on doit travailler ensemble pour maîtriser l'immigration, oui, on doit travailler à limiter les conflits armés ou à les endiguer. Pour moi, c'est des choses qu'on dit un peu tous les jours et même dans les organisations régionales que nous avons. Donc au niveau de l'ONU, bon, si ce sont des redites, pour moi, on n'avance pas. Vraiment, on n'avance pas. Il faut poser les vrais problèmes des Nations Unies, qui sont le droit de veto, qui sont un peu la mainmise des États-Unis sur l'institution, même si ce sont eux qui financent en majorité. Je crois qu'il faut poser les vrais problèmes de sorte que tout le monde se reconnaisse dans les Nations Unies. Moi, en tout cas, actuellement, ce n'est pas le cas. Je ne me reconnais pas vraiment dans le système des Nations Unies tel qu'il est organisé. D'accord. Alors, cette question des réformes des Nations Unies a été évoquée dans le discours. Oui, Yacinthe? Oui, il a bien évoqué. Roch a son style et son discours qui n'est pas celui, bien sûr, de Thomas Sankara ou d'Ahmadinejad ou de Kadhafi. Mais je pense qu'il a évoqué, en tout cas, il a posé la position du Burkina sur des questions d'actualité à travers le monde, notamment cette réforme de l'ONU. Il s'est projeté sur la prochaine élection donc, du futur SG de l'ONU en demandant des réformes. Bien sûr, il a son langage, comme je l'ai dit, diplomatique, peut-être arrondi sur les bords, mais la position du Burkina est là qu'il faut une réforme. Je pense que ce message est bien passé. Et on l'attendait aussi sur des sujets qu'il était important d'évoquer à cette tribune-là pour sa première, notamment à l'ONU, c'était le terrorisme. On est
de plein cœur maintenant dans cette spirale-là du terrorisme. Donc, c'est bon d'appeler à une synergie et aussi d'interpeller sur la nécessité de renforcer le mandat donc de l'amunissement. Je pense que c'est autant de sujets qu'il a évoqués en allant jusqu'au conflit israélo-palestinien, au Yémen, et autres, en essayant de brasser la géopolitique internationale. Mais je pense que sur les points essentiels sur lesquels on peut attendre le Burkina, notamment le tourisme, mais aussi le sida, la lutte contre le sida, je pense qu'il s'est apaisanti dessus à cette tribune-là. D'accord. Alors, Bama. Oui, enfin, je crois que c'est le même constat qu'on a tous fait de cette session des Nations Unies, de l'AG des Nations Unies, qui, comme Rabo l'a dit, ne sort pas de l'ordinaire en tant que tel, parce que c'est les mêmes discours qu'on a écoutés, qu'on écoute toujours, même si faut reconnaître que quelques-uns ont osé, même le président du Faso, dans un certain passage, il a osé quand même aborder des sujets comme la réforme effectivement des Nations Unies, où je crois en plus de lui aussi, il y a le président tchadien aussi que j'écoutais un peu, qui a osé aussi titiller un peu les grandes puissances sur la question de réforme dans le sens de plus de place à l'Afrique. J'ai été content d'entendre ces petits passages, mais vraiment, c'est vraiment des portions congrues dans ces discours-là, où on fait ça juste souvent pour attirer l'attention sur soi le temps d'une session des Nations Unies, mais en dehors de ça, on ne fait rien, parce que ces gens-là, ils n'ont pas le courage de Sankara. Quand on les suit à cette tribune-là, certains veulent faire ça comme Sankara, sans toutefois avoir le courage de Sankara, parce que en dehors de ces petits bouts de phrases qu'on lance, il n'y a rien qui est fait concrètement sur le terrain pour aller dans le sens de ces discours. Il faut faire comme Sankara, parce que Sankara, ce qui était bien chez lui, c'est qu'au-delà du discours, sur le terrain, on le voyait travailler à se passer par exemple de l'aide. On voyait comment il travaillait sur le terrain avec son peuple pour les amener à se départir de l'aide, de sorte à se prendre en charge, de sorte à ce que, en tout cas, ils puissent avoir une meilleure place dans cette tribune-là. Maintenant qu'on va rester là, accroché aux institutions de Bretton Woods, on dépend entièrement d'eux, on n'a pas de discours qui puisse tenir dans ce genre de tribune. Voilà ce qui est un peu dommage à ce niveau. D'accord. Alors, le président également à New York a multiplié les rencontres diplomatiques avec des présidents, des premiers ministres, des présidents d'institutions. Alors, comment vous avez vécu donc ces audiences que le chef de l'État a eues pour essayer de renforcer un peu la coopération que le Burkina Faso a avec certains pays? Soyons pour plaisanter un peu. Là où moi on est un peu avancé, c'est que le président du Faso s'est présenté à Faso d'Anfani. Il y en a qui n'osaient pas le faire. C'est déjà quelque chose. Ça nous valorise quelque part. Non, j'ai constaté que le président du Faso a rencontré la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, le premier ministre de Sao Tomé, le président camerounais Paul Biya. Pour lui, par exemple, je trouve que c'est plutôt bien, puisque c'est un président invisible. C'est bien que le président Roch Kaboré l'ait rencontré. On peut avoir beaucoup de choses à partager avec le Cameroun, parce que c'est un pays assez intéressant d'un point de vue économique, mais qui n'est pas vraiment ouvert aux autres pays africains. Et je pense qu'avec le Cameroun, on peut faire de la coopération sud-sud. Pour moi, c'est un bon début. Maintenant, je ne sais pas où ça peut nous mener. Oui, Hyacinthe. Pour moi, c'est le plus important lors de ces grandes messes-là, parce que bon, vous avez 15 minutes en gros pour faire votre discours à la tribune de l'ONU. Ce qui importe, c'est de profiter de ce regroupement des dirigeants du monde pour en tirer le maximum pour son pays. Je pense que en cela, il y a eu quand même quelques rencontres assez notables, notamment avec la CEDEAO, le président de la CEDEAO, et puis le président de la Commission de l'Union africaine. Il y a eu la conférence plutôt des chefs d'État de la CEDEAO, la rencontre avec le président de l'Union africaine, la rencontre aussi avec la vice-présidente du compact MCC. Je pense que là, il y a des retombées possibles pour le Burkina, et c'est en cela que le séjour du Burkina, le séjour du président Roch a pu être intéressant pour le Burkina. C'est dans ces rencontres-là, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Oui, Bama, comment vous avez vu ces multiples rencontres avec... C'est dans l'ordre normal des choses, ça a toujours été comme ça. C'est des occasions qui permettent de faire des économies, parce que quand on profite de ces genres de rencontres pour avoir des sessions de chefs d'État de la CEDEAO par exemple, on fait d'une pierre deux coups, parce que j'imagine que si on n'avait pas profité de ça, il fallait encore convoquer ces chefs d'État à un autre lieu pour encore dépenser beaucoup d'argent et tout ça, tout comme aussi ces occasions avec ces personnalités qu'on a citées tout à l'heure. En tout cas, c'est ça
j'allais dire en tout cas, un des grands avantages des gens de rencontre, comme Hyacinthe l'a dit, on profite pour tisser aussi des relations, aussi débat de sujets d'intérêt pour les différentes parties et tout ça. Donc à ce niveau, je crois qu'il n'y a rien à dire, c'est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, il reste à espérer que on pourra vraiment tirer le meilleur parti de ces rencontres, que ça va avoir vraiment les retombées et qu'on peut espérer de ces choses-là. Voilà. D'accord. Alors, très rapidement, pour rappeler que lors de ces rencontres, notamment avec le président de la commission de la CEDEAO, le président du FASO a évoqué donc la question de la prise en charge des blessés de l'insurrection qui avait été promis par la CEDEAO. Ça tarde à venir. La question a été évoquée lors de cette audience. Et au Burkina Faso également, on parlait donc de cette situation. Finalement, les familles des victimes et le gouvernement se sont retrouvés pour discuter donc après ce qui s'est passé le 15 septembre au cimetière de Gounguin. On peut finalement dire que les deux parties sont arrivées à accorder un peu les violons. Hyacinthe. Oui, je pense que le couac de cimetière, c'était vraiment un problème de communication. Lorsque vous faites une cérémonie en hommage aux victimes et que les parents, les proches des victimes sont les mieux bien traités, déjà il y a un problème en termes d'organisation. C'est ce qui a un peu prévalu à la situation au cimetière lorsque les parents sont retrouvés hors des tentes alors que les officiels étaient bien sûr, voilà, avec tout ce qu'il y a eu comme problème au cimetière. Mais je pense que c'est en cela qu'il faut que chacun sache raison garder. Et je salue là la hauteur d'esprit des parents de victimes qui, dans un premier temps, ont refusé d'aller à la rencontre avec le Premier ministre, mais après ont pu donc prendre part à la rencontre et pouvoir poser donc leurs revendications. Je pense que quand on veut aboutir à une fin, c'est la méthode qui compte. Alors, donc, le gouvernement a dit qu'il va respecter ses engagements. Bama. Franchement, moi, sur ce sujet-là, ça avait beaucoup de honte que je suis tout ce qui se passe au niveau du gouvernement par rapport à cette question des victimes. Contrairement à Hyacinthe qui parle d'un problème de communication, moi, je pense qu'on est au-delà du problème de communication. Ce n'est pas un simple problème de communication. Il faut être beaucoup plus sérieux dans cette affaire-là. Parce que ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous qu'en juin dernier, les parents de ces mêmes victimes ont rencontré le président du FASO. En son temps, on avait posé ce même problème de communication. Moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui encore, combien de mois après, on revienne encore, surtout pour une cérémonie qui n'a pas surpris les gens. C'était prévu de longue date. Cette occasion, ça n'a pas surpris quelqu'un au pays ici. Tout le monde attendait ça. Comment on peut oublier de communiquer sur ce pan-là? Ceux-là même qui sont au centre de cette cérémonie, on ne peut pas oublier, on peut pas les oublier quand même à ce point. Soyons sérieux. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un problème de communication. Moi, je lis ici, en fait, c'est dans la logique des gouvernements de ce pays-là. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais rien pris au sérieux. Les parents des victimes, c'est le cadet de leur souci. Les victimes, avoir même le traitement de ce dossier depuis le départ, mais ils n'ont jamais constitué un souci pour ces gens. Moi, je peux pas comprendre que c'est maintenant que le Premier ministre reçoit les gens, qu'on soit là, nous dit non, que des instructions ont été données pour qu'on évacue des gens pour être soignés. On ne peut pas comprendre ça. Pourquoi c'est maintenant qu'on attend que ces gens-là fassent un scandale pratiquement? Parce que c'est ça, c'est honteux. Il ne fallait pas attendre que ces gens qu'on qualifie de pépites de la nation fassent le scandale pour qu'on songe maintenant à les évacuer. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, oui. Moi, je suis vraiment... bien compris votre position sur la question. Oui, Rabo. Oui, je suis obligé de dire la même chose. J'ai dit ici sur le plateau il y a une semaine que 15 morts, ça ne représentait pas grand-chose pour le gouvernement. En tout cas, à l'analyse que je fais, ça aurait pu passer inaperçu si les organisations de la société civile n'avaient pas commencé à multiplier les déclarations quelques semaines avant la date de l'anniversaire de la résistance au putsch. La preuve, c'est que le président n'a pas fait de discours. Boukari Ouba de Mutation l'a dit ici. On ne peut pas passer inaperçu, on ne peut pas laisser passer inaperçu un tel événement au Burkina. Voilà, on ne peut pas ne pas faire une réunion avec les familles des victimes avant la date anniversaire de la résistance. Ce n'est pas possible. Et ce que Laïbama dit, on peut évoquer d'autres choses. Ça n'a pas commencé avec le pouvoir de Roch Kaboré. Sous la position, le problème a été posé. On a entendu Draman Ouedraogo, le président de l'ABIB, l'Association des blessés de l'insurrection populaire, à Ouaga 2000, devant le président Michel Kafando, il a dit
Le gouvernement n'a rien fait pour nous jusqu'à présent. Et le président Michel Kafando était obligé de dire sur place, mais nous allons faire quelque chose avant de quitter le pouvoir. Et ça s'est répété. Et là, Guibama vient de le rappeler. Quand ils ont rencontré le président du Faso à Kosiam, P.K. Victor a dit la même chose. Le ministère de l'Action sociale n'a rien fait pour nous. Et en réponse, vous savez ce que le ministère de l'Action sociale a fait? Moi, j'ai été écœuré. C'est la secrétaire générale du ministère de l'Action sociale ou du ministère de la Femme qui fait une conférence de presse pour présenter la liste des actions qui ont été entreprises. Moi, je dis, si ça avait été pris au sérieux, Madame la ministre devrait elle-même donner la réponse aux personnes victimes et à leurs familles. Présenter encore une nouvelle fois la compassion du gouvernement et rassurer les uns et les autres. Ce n'était pas le cas. C'est de façon administrative que ça a été géré. Et le clou, c'était vraiment ce qu'on a vécu le 16 septembre au cimetière de Goungé. Les gens étaient dans leur droit de se révolter de cette façon. Le président Salif Diallo, dès qu'il a pris la tête du perchoir, il a dit que chaque député allait consentir un effort autour de 200 000 francs CFA par mois pour prendre en charge les orphelins. Mais jusqu'à présent, moi, je me demande ce que ça devient, cet argent qu'on a mobilisé à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus eu de communication là-dessus. Ce n'est pas maintenant qu'il faut parler d'évacuer les blessés du putsch ou de l'insurrection populaire. Ce n'est pas 2 ans après. Je regrette. Voilà, si c'est une question qui est prise au sérieux au niveau du gouvernement, il faut qu'on nous donne ces gages-là. Jusqu'à présent, moi, je n'en vois pas. D'accord, oui, Hyacinthe, on parle de 67 personnes qui doivent être traitées. Il y a quelques-uns qui doivent être évacués, notamment en Tunisie. Alors, une réaction par rapport à ce que les 2 confrères ont dit? Ben, je suis désolé, mais je reste sur ma position. C'est vraiment un problème de communication. On peut le reprocher, on peut le prendre sous plusieurs angles. Mais je pense que autant le gouvernement a ses tentatives d'action envers ses parents de victimes et envers autant pour l'insurrection que pour le putsch, autant il y a un silence, une omerta autour de ça, qui fait que, bon, naturellement, chacun y va de ses idées. Par rapport à, par exemple, la commémoration, je pense qu'il y a eu une organisation qui a été faite, il y a eu un programme qui a été fait. Maintenant, dans ça, il n'y a pas eu cette concertation, comme le dit Bama, avec les parents des victimes pour les intégrer au mieux. Lorsqu'on voit le président, je pense que c'était la personne idéale pour porter un certain message, simplement marquer la minute de silence autour, à l'heure indiquée donc, pour le faire. Il y a un problème. Voilà, on ne peut plus aller au-delà de cette communication. Et je pense que, et je le répète, c'est vraiment un problème de communication. Il y a eu des actions en termes de prise en charge des victimes. De blessés. Voilà. Qu'est-ce qu'on en sait par rapport à la promesse du Premier ministre? S'il n'y avait pas eu cette rencontre, on n'aurait pas eu cette information. Voilà pourquoi je dis et je répète qu'en fait, on a un problème en termes de communication avec ce gouvernement et je pense que c'est de cela que naissent tous les problèmes et toutes les incompréhensions. Non, moi je suis pas. Non, au commencement il y avait quoi, Yacine Sanou? Au commencement il y avait le problème de communication ou bien au commencement il y avait le scandale du cimetière? Moi j'ai dit c'est parce que les gens ont fait le scandale au cimetière que le Premier ministre fait ses promesses. Sinon il devrait. Au commencement, Rabo, tu as bien signifié le problème de la conférence de presse tenue par l'AG, non le ministre. Mais il y a bien eu, elle a bien donné la liste des prises en charge faites par le ministère de l'Action sociale. C'est-à-dire qu'il y a une action qui est faite. Maintenant, dans la personne qui porte le message, dans la manière de porter le message, il ne faut pas attendre qu'il y ait une réaction des victimes pour pouvoir communiquer. Non. Là, on dit la même chose. C'est ce que je dis. C'est vraiment un problème de communication. C'est-à-dire que chaque fois qu'on porte une action, voilà ce qu'on a fait. Maintenant, en fonction de ça, les gens apprécient. Mais sinon, s'il faut attendre que l'autre dise on n'a rien fait, on dit non, nous on a fait ça, ça et ça. Je pense que c'est là que le problème de communication Mais et sur le fait que c'est maintenant qu'on veuille évacuer des gens pour les soigner en Tunisie? Je pense que c'est un processus. Voilà. Maintenant, je ne suis pas dans les secrets de Dieu du ministère de la Santé pour savoir comment se fait cette évaluation. Et je pense que les évacuations sanitaires suivent bien, ne dépendent pas suivent bien un comité. Oui, on les laisse Bravo, je pense que les évacuations sanitaires en la matière ont une procédure au ministère de la Santé. Voilà, donc il y a un processus qui est suivi. En termes de priorisation, en termes de choix des personnes à évacuer, je pense qu'il y a un comité qui décide. Maintenant, quel a été le processus qui a été suivi? On n'a aucune communication dessus. Voilà pourquoi je dis, voilà, on aurait pu simplement ne pas avoir même à évoquer ce problème ici. Si on nous avait dit, voilà, bon, on a combien de personnes à évacuer, voilà le processus, cette personne serait évacuée à partir de telle date, cette personne à partir de telle date. On serait informé et on n'aurait pas eu ce problème. Regardez, je ne sais plus par quoi commencer.
on ne peut pas mettre les victimes de l'insurrection populaire et du coup d'État dans les évacuations sanitaires classiques. Ce n'est pas possible. Pour des gens responsables, non, ce n'est pas possible. Et peut-être, je dis ce qui a manqué. Vous savez, dans tous les pays qui sont sortis de crise, on a créé un ministère pour prendre en charge les conséquences des crises. Vous avez remarqué qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu un ministère qui a été créé pour gérer les cas sociaux et la réconciliation nationale. Vous ne pouvez pas sortir de crise, une double crise comme au Burkina, insurrection populaire suivie de coup d'État, et ne pas affecter tous ces dossiers-là à une personne qui va rendre compte régulièrement au président du FASO. Il aurait fallu peut-être créer, je ne sais pas, un secrétariat d'État auprès de la présidence du FASO chargé de gérer ces questions-là, les victimes de l'insurrection populaire, du coup d'État et la réconciliation nationale. Ça aurait permis de résoudre les problèmes. Parce que tel que ça se présente, Yacine Sanou parle du ministère de la Santé, nous parlons du ministère de la Femme qui est chargé de l'action sociale, finalement qui gère le dossier de ces victimes. Ils sont ballottés, elles sont ballottées comme ça entre plusieurs départements ministériels et elles ne savent même pas parfois à qui s'adresser. Moi, je crois qu'il y a un problème de prise au sérieux de cette question-là et c'est comme si nos gouvernants ne savent pas d'où ils sont venus. Il a fallu qu'il y ait l'insurrection populaire et le coup d'État pour que vous arriviez au pouvoir. Et vous avez vous-même dit, à travers le député Bachir Ouedraogo, que le coup d'État, c'était contre le MPP. Donc les victimes là se sont battues pour le MPP. Vous ne pouvez pas venir servir autre chose que la prise en charge des victimes là au peuple burkinabé. Je regrette. Et une réaction très rapide, En et puis on va progresser. Oui. Hyacinthe vient de nous rejoindre dans la dernière partie de la déclaration quand il parle de priorité en matière d'évacuation. Effectivement, c'est ça. Ça manque. Qu'est-ce que ces victimes représentent pour le gouvernement? Ce n'est pas une priorité pour eux, certainement. Sinon, comme Rabo l'a dit, pour des gens qu'on qualifie aujourd'hui, moi j'avais honte quand je regardais le ministre, comment il s'appelle là Dieudonné Maurice Bonani. Bonani qui parle de pupilles de la nation. Des gens qui sont la pupille de la nation, qu'on oublie d'évacuer, qui ne sont pas une priorité. Mais il faut tout comprendre. Parce que quand on regarde, c'est quoi? On dit que non, il y a des choses qui sont faites, mais on ne communique pas. Même ça, quand on va à l'action sociale, les chiffres qu'on donne, c'est quoi? On a donné 200 000 par-ci à telle famille, 400 000 des vies par là. Mais mettez-vous un peu à la place de ces gens-là. Moi, j'ai eu la chance l'année passée, à la première, à l'an 1 de l'insurrection, moi, j'ai fait le tour quand même de quelques victimes, j'ai vu des blessés, des gens, des conditions dans lesquelles ils sont en train de se soigner. J'étais par exemple dans la zone non lotie derrière la pédiatrie, j'ai vu un blessé qui a eu des jambes fracturées pendant l'insurrection, qui se soignent chez des guérisseurs traditionnels. Il faut voir ces gens de choses pour savoir comment ces gens-là souffrent aujourd'hui dans la chair. Aujourd'hui, parler de 200 000 à ces gens de personnes, ça représente quoi? Par exemple, quand vous prenez un monsieur qui est mort, un jeune là, qui était en RDC ou bien c'était au Congo, qui était rentré au pays pour des congés, qui est mort là. Un gars comme ça, sa famille, 200 000 francs, ça représente quoi pour prendre en charge sa famille? C'était l'espoir de sa famille, sa femme et ses enfants. Lui, il disparaît, il n'est plus là pour subvenir à leurs besoins. C'est 200 000 francs qu'on leur a donné depuis 2 ans maintenant. Ils doivent vivre avec ça. Comment? Hein? Donc, vraiment, moi, quand aujourd'hui on me parle de communication, je suis d'accord avec Yacine, ce n'est pas une priorité. C'est pourquoi on oublie de communiquer sur ce genre de choses. Parce que quand moi, quelque chose est prioritaire pour moi, il ne faut pas oublier de communiquer. C'est ça la réalité. Voilà. D'accord. Alors, on va progresser parce qu'on est pris par le temps, sauf si Yacinthe a une réaction. Sinon. Non, bon, j'ai l'impression que mon mot communication pose problème, mais je le répète. Et il y a souvent, dans la gestion de ce dossier-là, il y a souvent cet amalgame qu'on fait. Qu'on le veut ou non, ce gouvernement actuel l'a hérité depuis 9 mois. Qu'est-ce qui a été fait avant? Rabo a bien souligné ça. Qu'est-ce que la transition a fait pour les victimes de l'insurrection? Quand on parle de gouvernement, on ne parle pas du pouvoir MPP, on parle de tous ceux qui ont géré ce dossier. Que ce soit la transition ou laquelle. Non, on ne parle pas que du gouvernement actuel. Je dis que depuis le départ, on n'a pas pris au sérieux cette question. On parle d'un passif en fait de 2 ans. Donc, n'épilons pas sur la gestion actuelle, mais la gestion globale. Justement, nous ne parlons pas que de la gestion actuelle. On parle de depuis le départ, comment ce dossier a été géré, n'a pas été pris au sérieux. On va parler d'un autre sujet maintenant. L'actualité, vous le savez, a été marquée cette semaine par la SAMAO, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, la première édition. Ça s'est tenu à Ouagadougou du 22 au 24 septembre dernier. Alors,
Peut-être que vous avez suivi cette activité. L'ambition donc du ministère, c'est d'attirer les investisseurs étrangers et de promouvoir le secteur minier au Burkina. Alors, quelle appréciation vous faites donc de cette initiative du ministère en charge des mines, Rabo? La SAMAO, c'est pour attirer les investisseurs. Bon, je veux bien, j'espère qu'ils ont été attirés. Mais pour moi, j'ai pas vu grand-chose. J'ai pas vu grand-chose au cours de cette semaine, qui apparemment d'ailleurs s'est terminée un peu, de façon un peu catastrophique là. Je sais pas pourquoi toutes les activités n'ont pas été déroulées. En fait, pour moi, le Burkina a mieux à faire. Il faut renforcer notre conviction dans notre politique minière. Alors que jusqu'à présent, moi, je ne la vois pas. J'ai écouté le secrétaire général du ministère des Mines, Marboulaye Nombré, qui a dit que c'était l'occasion, la SAMAO était l'occasion de fixer définitivement la vision du ministère et la vision du gouvernement en matière de mines. Pour moi, on ne doit pas tergiverser sur des choses comme ça, sur des ressources qui représentent les premières ressources d'exportation de notre pays. Parce qu'autour de 200 milliards sont mobilisés chaque année, si on fait un peu la moyenne depuis 5-6 ans, dans les sociétés minières. Donc il faut que ça soit clair, il faut qu'on sache ce que les mines nous apportent, ce qu'on attend de nos partenaires et ce qu'on n'est pas prêt à marchander. Il ne faut pas que ça soit... Bon, peut-être que je ne me fais pas bien comprendre. Je prends par exemple le code minier qui a été voté sous la transition. Il n'est pas encore mis en exécution et on parle déjà de le réviser. Parce qu'il y a des partenaires qui ne seraient pas contents de ce code minier-là. Parce que des investisseurs étrangers auraient dit que ce code minier n'est pas attractif. Moi, je crois qu'il y a des choses qui ne se marchandent pas. Nous, on a dit qu'il faut que les mines servent à la fois au gouvernement et aux populations locales qui accueillent les sociétés minières. Si c'est ça notre option, il faut nous ancrer là-dessus et il ne faut pas marchander ça. Il ne faut pas que le premier venu vienne dire moi, je veux bien investir ici, mais il faut revoir votre code minier là. On ne va pas faire des lois pour les beaux yeux de nos partenaires. Il faut d'abord que l'or là nous serve. Si ça ne peut pas nous servir pour notre développement, je ne vois pas en quoi on a intérêt à attirer des investisseurs étrangers. On ne va pas les attirer contre nos intérêts. Ok, alors Hyacinthe. Je serais curieux de voir le cahier, le livre d'or de ce salon-là pour voir quel nouvel investisseur est venu grâce à ce salon-là. Je pense que c'est un salon de trop, vraiment, dans le paysage de l'industrie extractive au Burkina, on en avait déjà. On a essayé de créer un pour fusionner les autres. C'est vraiment, pour moi, c'était l'objectif de ce salon-là, c'était d'avoir un seul salon, parce qu'on en avait plusieurs. Et on sait très bien la barrière qu'il y avait entre Semika et Promine, donc il fallait un salon qui coiffait ça. Sinon, en termes vraiment de rentabilité pour le Burkina, je n'en vois aucun. On a juste pris, ça a été, Rabo l'a souligné, je ne pense pas que ça a été pensé vraiment à terme, parce que toutes les activités n'ont pas pu se tenir. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce mûrissement-là dans l'organisation. Et on en reste là. On a aujourd'hui une production qui avoisine 40 tonnes par an en or. Qu'est-ce qu'on a à dire en termes de rentabilité pour le peuple? Le nouveau code, comme l'a souligné Rabo, a initié des fonds d'investissement dans le développement humain, mais aussi dans la préservation de l'environnement. Ça pose problème. Pourquoi ne pas poser clairement le débat sur ce code minier-là? Avoir un code qui, autant, parce qu'on ne peut pas aussi occulter, balayer du revers de la main les observations des potentiels investisseurs, mais autant on ne peut pas aussi occulter la priorité qui doit rester que l'or doit profiter en premier aux populations. Donc, pourquoi ne pas initier un débat simplement autour de ce code minier, trancher, passer à l'acte? On a pris des textes d'application il n'y a pas longtemps. Il faut qu'on applique ce code-là et maintenant pouvoir rentabiliser la production d'or du Burkina. Ça ne sert à rien de faire encore un salon pendant une semaine, inviter les investisseurs pour venir. Je doute fort qu'il y ait eu un nouvel investisseur grâce à ce salon-là, en tout cas. D'accord, oui, Bama. Non, en fait, moi, sur cette question, je ne sais pas quoi dire, parce que ça me fait rire, ce salon-là, parce que quand on regarde, je ne sais pas pourquoi le ministère se retrouve dans ces activités-là. Moi, je pense que ce n'est pas du domaine des ministères que d'organiser des salons de ce genre. Je ne sais pas. On a tellement de priorités dans ce secteur-là que je ne peux pas comprendre qu'on puisse mobiliser des énergies pour organiser des salons, des foires de ce genre-là,
pendant qu'il y a des privés déjà dans le secteur qui le font déjà assez bien? Pourquoi on n'a pas préféré même accompagner ces privés qui sont dedans, qui font déjà des choses assez intéressantes, que de se lever, mobiliser des énergies, des budgets au sein du ministère pour encore mettre dans ces genres de foires qui nous apportent vraiment rien. Hein? Parce que, souvenez-vous, avant cette histoire de... C'est quoi, c'est Samao, je ne sais pas comment ça s'appelle encore, oui, d'où ça sort. Avant, ça y avait Promine. Qui peut nous faire un bilan de Promine aujourd'hui? Moi, j'ai eu la chance de suivre la dernière édition de Promine, où il n'y a plus eu Promine. Mais c'était vraiment un scandale, Promine. On n'en parle pas. Des gens des communes de l'État sont au ministère là-bas, ils profitent de ces gens d'occasion pour capter des fonds, pour se mettre plein les poches, et puis on n'en parle pas. Sinon, moi, je ne vois pas pourquoi le ministère de Chine a organisé un salon, pendant que des privés sont déjà dans le secteur en train de le faire déjà assez bien. Ce n'est pas possible. Hein? On ne dit pas les vrais objectifs qu'on poursuit à travers ces choses. Cette histoire de non, on veut appeler des investisseurs, c'est n'importe quoi. On nous prend pour des enfants. Pour aller un peu faire un peu polémique, vous avez parlé un peu de l'attraction des investisseurs. Vous ne croyez pas que le salon ait attiré des investisseurs? Il y a le code minier qui a de la peine à être appliqué, le code minier qui a été voté sous la transition par le CNT. Alors, mais si le Burkina n'est pas attractif, si nos textes ne permettent pas aux investisseurs de venir, ça veut dire que ces personnes vont aller ailleurs, ils vont aller en Côte d'Ivoire, ils vont aller au Mali, ils vont aller au Ghana. Non, est-ce que finalement ça ne nous pénalise pas? Non, je vous rassure. Le Burkina est à, je crois, 10 sociétés minières industrielles aujourd'hui. Il y a 8 qui doivent être en activité depuis plusieurs années. Il y a 2 qui sont en train de, puisque le président a lancé à Houndé. Non, les investisseurs viennent. La réalité... ils disent quelquefois que la teneur en mine du sol burkinabé est plus faible qu'ailleurs, qu'au Mali ou au Ghana. Je ne dis pas non. Il reste que nous avons de l'or dans notre sous-sol. Et la preuve, c'est que nous avons des sociétés minières qui s'installent progressivement. On n'a pas de problème si on n'a pas de nouveaux investisseurs. Travaillons bien avec ceux qui sont là et faisons en sorte que l'or qui sort des terres du Burkina Faso profite à la fois au peuple burkinabé et aux partenaires qui viennent investir. C'est du gagnant-gagnant, il faut que chacun gagne. Mais je dis, il ne faut pas qu'on permette d'exploiter le peuple burkinabé parce qu'après on nous laisse avec les trous béants, là, les catastrophes environnementales, puisque les populations perdent leur champ. Mais vous pensez que dans 30 ans, qu'est-ce qu'on va devenir? La durée d'une mine, là, c'est 10 ans, c'est 20 ans ou plus. Après, on vous laisse une catastrophe environnementale. C'est pourquoi on doit avoir suffisamment d'argent pour développer le Burkina aujourd'hui et pour prévenir les risques qu'on va avoir demain en termes de perte de champs, de destruction de l'environnement, d'empoisonnement des ressources naturelles comme les lacs et les eaux naturelles que nous avons, etc., etc. Maintenant, je dis, parce que là, Ibama a dit quelque chose qui m'intéresse, on ne doit pas avoir le temps au ministère pour gérer ces choses-là, des activités événementielles comme ça. On doit avoir le temps pour encadrer, par exemple, l'orpaillage artisanal, où les gens meurent et où il y a pratiquement 1 million de personnes qui travaillent comme ça, dans l'à peu près, où on a toujours des tombeaux, pratiquement toutes les semaines, tous les mois, pratiquement à l'insu même de la presse et des gouvernants. Je dis, le ministère des Mines doit se consacrer à cette question. On a supprimé le comptoir burkinabé des métaux précieux, qui était chargé d'acheter l'or. Et on a laissé la place aujourd'hui à des comptoirs privés, où les gens, ils achètent l'or, qu'ils font sortir frauduleusement. Moi, j'ai lu dans le journal de l'Agibama, le reporter, que le Burkina a perdu pas moins de 300 milliards en une année dans la fraude de l'or. Parce que les gens déclarent 1 tonne d'or dans l'année, alors qu'ils produisent pratiquement 10 tonnes. Donc on paie autour de 9 tonnes chaque année. Ça représente combien? Et souvent, il y a un deal entre ceux qui ont les licences pour acheter l'or sous forme de monopole et puis les gouvernants qui donnent les licences pour acheter ce or-là. Et c'est sur le dos du peuple burkinabé donc, que l'or sort. Moi, j'ai dit c'est ça que le ministère doit encadrer. Au lieu de prendre une semaine pour faire une foire, il faut prendre une semaine pour mettre les inspecteurs et les services de sécurité là, à l'intérieur du Burkina Faso pour que notre or ne disparaisse pas.
Oui, Yacine. Je veux juste dire que je veux dire à Rabo de ne pas rêver. On ne va pas encadrer ces choses-là. Effectivement, nous avons fait une enquête récemment qui révèle tous ces chiffres-là, tous ces 300 milliards qu'on perd comme ça banalement. Mais ça n'intéresse pas le ministère. Ils sont bien au courant, ça ne s'intéresse pas. Ils préfèrent se concentrer sur des choses comme Samao, parce qu'effectivement, là-bas, ils gagnent de l'argent frais pour eux-mêmes. Ça les intéresse plus que ce dont Rabo parle. Ils ne vont pas s'intéresser à ce dont Rabo parle. C'est ça la réalité. D'accord. En tout cas, la SAMAO, c'est ça, hein, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest a refermé ses portes. On espère qu'on aura un bilan donc des actions ou des bénéfices que le Burkina a tirés donc de cette activité. On va parler d'un autre sujet. Le groupe parlementaire MPP a tenu ses deuxièmes journées parlementaires de l'année du 21 au 24 septembre 2016 à Léo. Le thème retenu pour ces journées, problématique de l'emploi, enjeux et perspectives. Quelle contribution du groupe parlementaire MPP. Alors, je pense que vous avez suivi le discours de Alassane Sakandé, qui est le président du groupe parlementaire MPP, sur la question de l'emploi. Je vais juste citer un passage de ce discours. Nous trouverons des emplois à la jeunesse ou nous trouverons la jeunesse sur notre route. Alors, comment vous avez vécu ces journées du MPP? Aléo, Yacinthe. Je pense que c'est à l'image de l'animation de la scène politique au Burkina. On survole les questions les plus essentielles. Je pense que le chômage est une réalité et mérite plus que ces discours-là lancés à la cantonade et enfouis dans un... Parce que dans le même discours, il y a des questions que vous n'abordez pas, mais qui ont été celles qui ont retenu, bien sûr. Oui, voilà. Donc, cette problématique du chômage est passée inaperçue. Et pour répondre justement à Alassane Sakandé, je pense que Bassolma Bazé, le président de la CCBC, a bien répondu. Autant certains ont pu franchir la frontière, autant ils n'auront pas la chance. Donc, je pense qu'il y a des réponses à apporter urgemment, et au lieu d'aller faire des discours, il faut urgemment répondre à ces questions, notamment le chômage. Combien de chômeurs on a aujourd'hui? C'est une bonne question. Qu'est-ce que le groupe parlementaire propose comme solution concrète? Voilà, au lieu de... Voilà, on sait très bien qu'ils n'auront pas droit à une seconde chance. D'accord, oui, Bama, c'est un discours vraiment qui est très attractif hein, quand on se met à le lire ou à l'écouter. Vous pensez que alors le gouvernement ou le pouvoir en place a la solution donc à cette question de jeunesse, parce qu'on a vu le Premier ministre qui a donné une communication sur place et apparemment la solution viendra du PNDS. Là, vous me posez une question, ça c'est une colle. Vous voulez que je dise quoi? Vous me voyez en train de dire non, que je ne crois pas, mais je suis obligé de croire. Croyons tous ensemble, même si on n'a pas le droit de croire, on nous dit qu'on doit croire. Non, croyons, parce que là, franchement, je ne sais plus quoi dire sur ces questions-là, parce que finalement, quand tu parles maintenant, on dit non, tu es peut-être un apatride, tu n'es pas pour le développement de ce pays. Mais franchement, quand tu regardes ce pouvoir-là, depuis qu'il est là, moi, je ne vois pas, encore de signaux forts qui nous laissent espérer quoi que ce soit de ce régime. Moi, franchement, je ne vois pas. La question du chômage, Yacinthe l'a dit. Qu'est-ce qui est fait concrètement, au-delà de ce que ce monsieur est allé raconter à Léo, depuis qu'ils sont là? On ne parle pas déjà d'emplois créés, mais qu'est-ce qui est même initié, même dans le sens même de scène politique même de réforme dans tous ces secteurs-là? Je vais me faire le porte-parole. Là, on a eu le recrutement des enseignants. Alors, on a le programme pour la gratuité de la santé. Non, bon, pas ça. Ça, c'est pas dans le chômage, mais il y a eu des agents communautaires qui ont été recrutés, je pense qu'ils sont autour de 16 000 ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose. Croyez-vous que ça, c'est des politiques durables comme ça? Non, je cite seulement des choses qui ont été... Vous dites qu'il n'y a eu aucune action. Je dis, nouveaux bacheliers qui vont à l'université. Je suis désolé de le dire, mais c'est 25 000 potentiels chômeurs dans 3-4 ans. Qu'est-ce qui est fait d'ores et déjà pour absorber le taux de chômeurs qu'on a aujourd'hui et anticiper sur la sortie de ces 25 000 nouveaux bacheliers? Rien. L'université qui a déjà des problèmes. On va laisser Bama terminer. En fait, ça peut dire que
ce régime a intérêt à se prendre d'abord au sérieux. Parce que quand moi je regarde tous les gens, de toute façon ils se comportent, apparemment, les gens ne mesurent pas encore l'ampleur de la tâche qui les attend. Ce régime a intérêt à s'asseoir sereinement et poser les problèmes sur la table, chercher à trouver des trucs. Parce que quand tu écoutes, on continue toujours dans la même logique de Blaise Compaoré, où on use de ruses pour tromper la vision des gens, compter sur le temps, et puis il n'y a rien, on ne voit rien qui est posé concrètement pour faire avancer le pays. Moi, en tout cas, je ne vois pas. Maintenant, peut-être que je ne suis pas assez attentif à ce qui se fait, mais bon, attendons. D'accord, il y a le programme IMO qui a été cité. Oh, bon, ce programme ne me convainc pas, mais pour ne pas perdre le fil de mes idées, non, moi je ne serais pas aussi dur que Ladji Bama et Hyacinthe sur ce que le nouveau pouvoir peut faire, parce que je pense que c'est un peu trop tôt. Je suis d'accord qu'on ne voit pas venir, mais je pense qu'on peut espérer quand même. Je ne suis pas aussi pessimiste sur cette question, parce que hier, pas plus tard qu'hier, il y a eu des assises des jeunes du CDP et ils ont dit, avec ce qu'eux ils voient dans la gestion du pays là, ils sont confortés que Blaise Compaoré c'était un vrai homme d'État parce qu'il a réalisé des choses. Mais j'ai dit Blaise Compaoré a fait ça quand même sur 27 ans. Parce que si vous voulez comparer le pouvoir de Blaise Compaoré à celui de Roch Kaboré, c'est difficile aujourd'hui. Parce que moi je sais, j'étais élève autour de 1991. Il n'y avait rien là. Alors que Blaise Compaoré avait déjà 4 ans au pouvoir. Mais il n'y avait rien à l'horizon. Il fallait attendre les années 97-98, quand le Burkina a commencé à s'ouvrir à l'international, a commencé à avoir des amis, parce que le Burkina était infréquentable à partir de 87, a commencé à avoir des amis, a commencé à organiser des sommets France-Afrique, OUA, tout ça, pour que les ressources commencent à être visibles. Donc pour que la politique de Blaise Compaoré commence à se faire sentir. C'était 10 ans de pouvoir déjà. Donc je me dis, on est un peu trop pressé. Pour revenir au discours de Alassane Bala Sakandé, le député, pour moi, il n'est pas... Pour moi, c'est un bon discours. Pour moi, c'est un bon discours. Je prends 2 points. Vous avez dit, il a dit que le MPP va trouver de l'emploi aux jeunes. Sinon, le MPP... trouvera les jeunes sur ça. Voilà. Le MPP va être balayé. C'est ce qu'il dit. Pour moi, c'est un discours qui révèle une prise de conscience. Une prise de conscience du risque que le MPP prend en n'ayant pas une vraie politique d'emploi pour les jeunes. Et pour moi, en pédagogie, le déclic, il vient de la prise de conscience. C'est à partir de la prise de conscience qu'on peut déployer des actions et donc proposer une politique. Deuxième aspect de son discours, peut-être que ça, on va revenir. Bon, c'est là où il dit qu'ils ont fait l'insurrection. D'accord, on y va. Mais je termine avec l'affaire de l'emploi. Mais comme eux-mêmes, ils savent qu'ils vont être balayés s'ils ne créent pas des emplois. De quoi vous avez peur? Non. Ils savent ce qui les attend. Donc, ils vont trouver des emplois. Comment ils peuvent ne pas trouver des emplois d'ici 2020? Ils ne seront pas là s'ils ne trouvent pas les emplois pour les jeunes. Et pour moi, IMO, ce n'est pas des emplois. Les 4200 jeunes qu'ils ont recrutés pour enseigner, pour moi, ce n'est pas des emplois. Et vous avez cité quoi encore? Agents communautaires, mais ils ne sont pas encore recrutés. Depuis quand ils sont recrutés? Non. Ils ont commencé, oui, il y a des formations. Ils ont été recrutés où? Oui, c'est par village, c'est dans les villages. Mais il faut qu'on sache quand même les critères. Oui, il faut qu'on sache comment qui les a recrutés. Ce sont les maires qui les ont recrutés. Il y a 2 agents par village et je pense qu'ils sont autour de... Ah non, mais il faut qu'on commence à les voir. Il faut qu'on cause avec eux. Nous sommes des journalistes, il faut qu'on les interviewe. En tout cas, sinon, pour moi, ce n'est pas encore mis en œuvre. Hyacinthe veut réagir sur cette affaire de chômage. Bon, comme dit Rabo, comme dit plutôt... Bama, on va croire à l'optimisme de Rabo, on va attendre de voir. Parce que là, je pense que, mais pour moi, je reviens sur cette menace-là qu'il y a sur les possibilités. On sait très bien qu'ils n'ont pas le droit à l'échec. S'ils n'en ont pas pris conscience dès leur prise de pouvoir et que c'est 9 mois après, ils en prennent conscience, je pense qu'on a des questions à se poser. Voilà. Donc, je pense que dès l'instant qu'ils montaient au pouvoir, ils savaient très bien que le passé qu'il y avait, ils ne pouvaient pas... Le pouvoir aujourd'hui de Roch Kaboré ne peut pas dire qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas le droit à l'échec depuis l'investiture de Roch, bien avant même, depuis sa proclamation, la proclamation des résultats. Donc, ça, on n'en est plus à là. Je pense qu'on a dépassé ce stade de prise de conscience-là.
On est à l'action maintenant. 9 mois après, on n'est plus... Si 9 mois après, on a en 9 mois, je suis désolé d'avoir cette schématique imagée là, mais en 9 mois, il y a combien de grossesses, combien d'enfants qui sont nés, combien de futurs chômeurs à gérer. Voilà. Non, moi je vous ai donné l'exemple de Blaise Compaoré, je vous ai dit qu'il fallait 10 ans. Je pense que c'est le mauvais exemple. Blaise Compaoré, c'est le mauvais exemple. La preuve, non, on est dans le même pays quand même. Non, c'est le plus mauvais exemple à prendre ici. Non, on est dans le même pays. On est dans le même pays. Le Burkina ne va pas revenir, le Cameroun, le Gabon, s'il avait réussi, justement, il ne serait pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Non, Blaise Compaoré, c'est pas forcément sur ces questions qu'on le critique le plus. Non, c'est surtout sur les questions de démocratie. Et je veux dire, prise de conscience là, c'est pas qu'ils n'étaient pas conscients, mais pour harmoniser leur vue, pour projeter leur politique là, je dis ça peut prendre quand même un peu de temps. Parce que quand vous êtes en train de conquérir le pouvoir politique, vous n'avez pas le temps d'affiner toutes ces stratégies-là. Vous cherchez le pouvoir d'abord. Vous arrivez, vous prenez 2 semaines pour chercher un Premier ministre, vous le trouvez et puis vous voyez si le Premier ministre, là, il a des penchants socialistes parce qu'il vient quand même de la BCEAO. Et puis vous voyez si, avec le président de l'Assemblée nationale, le ministre d'État et puis les militants de base, vous avez la même vision de la politique d'emploi. Et moi, je crois que le MPP est dans cette démarche actuellement. Les gens ne peuvent pas, quelqu'un a pris l'image, qu'ils ont dit aux gens qu'on veut cultiver du haricot, on sème le haricot aujourd'hui, et puis le lendemain matin, ils disent oui, on veut manger le haricot. Non, moi je crois que vous avez choisi Roch-Marc Christian Kaboré, attendez-le. Attendez-le, mais il ne faut pas le presser, parce que c'est quand même un président diesel. Oui. Voilà. À te suivre, c'était comme si ce pouvoir-là, il est venu. Enfin, ces gens ils sont venus, ils ont conquis le pouvoir, et c'est maintenant ils cherchent comment ils vont nous moi, faire avancer. C'est ce que je crois. Ça ne devait pas être comme ça. Ils sont venus avec un programme, ils nous ont fait croire qu'ils avaient quelque chose à nous proposer qui était déjà assez bien conçu. Ils venaient pour mettre en œuvre. Pour nous Vous avez vu des candidats sans programme. Mais malheureusement, justement, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu de sincérité dans ce qui a été dit. Les discours qui ont été tenus, ce n'est pas ça. Parce qu'on nous a promis un changement. Je suis d'accord avec toi que Blaise Compaoré a mis combien de décennies avant de pouvoir amorcer quoi que ce soit. Mais justement, si on ne veut pas faire comme Blaise Compaoré, on peut s'inscrire dans le même schéma que lui. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de 9 mois. Aujourd'hui, ce qu'on demande là, ce n'est pas un bilan en termes d'hôpitaux construits, d'écoles construites. Non. Mais quand même, en 9 mois, il aurait fallu qu'on ait une certaine lisibilité dans un certain nombre de choses qu'on nous a promis. Qu'est-ce qui est en train d'être fait en 9 mois? Et on ne voit pas quoi c'est promis. Voilà le problème. Sinon, on ne dit pas que non, en 9 mois, ils auraient pu d'ailleurs changer le pays, non. Mais c'est que, j'aime souvent prendre l'exemple de ce proverbe-là, en pays, à Nice, en Côte d'Ivoire, où on dit que le poussin, quand il doit être un grand coq, déjà à sa base, quand on le voit, on sait déjà qu'il serait un grand coq. Pour dire que ce régime-là, ce n'est pas en 10 ou 20 mois qu'on saura qu'ils vont nous faire. Mais déjà, à la base, moi, j'aurais voulu voir ce président, quand il est arrivé, mettre les populations burkinabées au pas. Déjà, voilà la situation du pays, voilà où on retrouve le pays, voilà ce qu'on a à faire. Déjà, au niveau du gouvernement, il y a un certain nombre de choses, c'est fini. Nous, en tant que gouvernants, on met fin à toutes ces choses qui n'étaient pas bien pour le pays, et voilà, on vous suit. Mais ils sont venus. Moi, je n'ai rien vu en termes de changement dans la gouvernance de ce pays jusqu'à présent. Il n'y a même pas un seul domaine où ils ont dit non, ici, là, voilà des choses qui étaient faites qui n'étaient pas bien, on met fin à ça. Même l'histoire de 6 mois après le départ du gouvernement, ils conservent toujours ça. Et ils voulaient qu'ils changent dans ce pays. Personne ne veut changer. C'est ça. Non, peut-être pour qu'on se comprenne, on dit pratiquement la même chose. Mais pour moi, ça ne peut pas venir comme ça. Quand vous regardez tous les programmes que les candidats ont proposés, souvent, ce n'est pas des programmes réalistes. Et vous verrez qu'il y a un fossé entre le programme que le président Roch a présenté en campagne électorale et son PNDS. Il y a un écart. Justement. Il y a un écart. C'est pour dire, les gens présentent des programmes mirobolants. Moi, je suis dans la réalité, quoi. Je ne suis pas dans l'idéal. Ils présentent des programmes mirobolants pour être élus. Une fois qu'ils sont élus, ils voient maintenant ce qu'on peut faire dans la réalité. Puisqu'ils sont déjà installés, moi, je crois qu'il faut leur donner le temps de nous montrer ce de quoi ils sont capables. Ça, mais en 9 mois, c'est un peu trop tôt. On veut ruser avec les gens. Oui, mais il n'y a pas mieux sur la place. Il n'y a pas mieux sur la place. Chacun a exprimé clairement sa position. On va évoluer, on va rester toujours avec ces journées parlementaires du groupe MPP. Alors, on l'a dit, dans le discours, il est ressorti également le débat sur la paternité donc, de l'insurrection
d'octobre 2014. Le président du groupe parlementaire Alassane Sakandé l'a dit clairement, c'est le MPP qui a lancé l'insurrection lors de son bureau politique national le 25 octobre. Hyacinthe. Je pense que dans ces propos, il y a quand même des éléments qui peuvent intéresser le procureur dans le cadre de l'instruction du dossier de l'insurrection, parce que voilà, il donne des informations qu'on n'avait pas, voilà, notamment la décision de lancer l'insurrection est partie de la réunion du bureau politique du MPP. Je pense qu'au-delà de ça, soyons sérieux. Est-ce que nous sommes encore au débat sur la paternité de l'insurrection? Voilà, depuis 2-3 mois, nous sommes dans une guerre entre l'opposition, avec notamment l'UPC, avec cette fameuse conférence des insurgés qui est prévue, des OSC aussi qui s'attribuent cette paternité. On sait très bien comment est partie l'insurrection. On sait très bien qui a fait quoi. Vraiment, si on en est là encore à quelques jours de la commémoration du 2e anniversaire, on est mal barré. Et en cela, je pense que l'MPP n'avait pas besoin de rentrer dans la danse pour se tirer la couverture. On sait très bien comment est partie cette dynamique-là qui a abouti à l'insertion depuis 2011, pratiquement, disons-le, les différents mouvements sociaux donc, qui ont contribué à aboutir à l'insurrection, on le sait. Est-ce qu'on en est encore là, 2 ans après l'insurrection? Voilà, peut-être que Rabo sera d'accord avec nous pour dire que voilà, il faut d'abord définir ça. Ils vont prendre conscience d'abord que c'est eux qui ont lancé l'insurrection avant de pouvoir soigner les blessés. Je peux répondre bon. Non, moi je considère, j'ai dit que c'était un bon discours, non, et puis je voulais même aborder ça. Non, pour moi, ça relève de la politique politicienne, parce que Zéphirin est en train de faire son marketing en préparant sa conférence. C'est une réponse à ça, quoi. Moi, je ne prends pas ça vraiment au sérieux. Parce que la lecture que moi je fais quand le député Alassane Sakandé dit que la décision de déclencher l'insurrection a été prise en session du bureau politique national du MPP au Sénasa, pour moi, c'est pour dire notre parti s'est investi corps et âme, quoi. C'est pas pour moi de la planification qui a été faite au niveau du MPP et pour après dire que c'est nous qui avons fait l'insurrection. Dans tous les cas, il n'y a rien de neuf avec le MPP. Puis Salif Diallo a déjà fini de compter les morts du MPP depuis 2 ans. Il a dit que tous les militants tous ceux qui sont morts là étaient du MPP. Ah bon, à l'exception de 2 ou 3. Donc bon, il n'y a rien de neuf quoi sous le soleil. Moi je crois que Alassane Sakandé est vraiment dans la ligne de son parti. Il est en train de faire de la contre-publicité pour le président de la coalition ZEF, juste pour faire échouer sa conférence de fin octobre. C'est pas plus que ça. D'accord, Bama. Mais moi, je trouve que c'est triste hein, quand même, quand on écoute des responsables à ce niveau-là de l'État tenir un certain nombre de propos, surtout en cette partie-là de son discours. Moi, je n'ai pas reconnu le député. Parce que ça, Rabo a dit que c'est politicien, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Mais est-ce qu'en tant que député du peuple, il a besoin de tenir un tel discours? Moi, j'avais vu plutôt un meeting d'un président de MPP qui haranguait les foules à Léo, pas un député, à des journées parlementaires. Mais il n'a pas besoin de dire ça. Surtout les mots souvent utilisés vis-à-vis de certains autres partis politiques, notamment le CDP, l'UPC. Il n'a pas besoin de dire ça à cette occasion. Moi, je trouve qu'il n'a pas besoin de ces choses. Et surtout quand je l'entends parler du CDP, ce que le CDP est en train de faire, bon, ça me fait rire souvent parce que c'était comme si il oubliait que le MPP, il n'y a pas grande différence avec le CDP. Ils sont tous, c'est la même grande maison. Ils sont sortis du CDP il y avait à peine 10 mois et puis l'insurrection a eu lieu. Donc on peut les considérer comme les mêmes gens. Si le CDP, ce qui reproche le CDP aujourd'hui, on peut le leur reprocher aussi. Parce que pendant 27 ans, on fait la même chose ensemble. Ce n'est pas en quelques mois que ils peuvent vouloir se présenter comme des gens autres que le CDP. Voilà. D'accord. Alors, une réaction, sinon on va mettre fin... Mais je pense qu'on a dit ici, c'est un discours politicien, mais est-ce qu'il ne faut pas justement que les politiciens même changent de discours? On n'en est plus là. Je pense qu'on a évoqué, on a survolé un peu le PNDS. Quel parti politique d'opposition a posé le débat sur la pertinence du PNDS? Voilà une question qui serait d'ordre et ne pas vraiment épiloguer sur, voilà, c'est moi qui ai lancé l'insurrection, non, c'est moi. Bon, on en est là toujours,
on a évoqué le cas des blessés qui ne sont même pas encore pris en charge. Donc, ok, c'est le MPP qui a lancé l'insurrection. Ils n'ont qu'à prendre en charge les blessés rapidement. Mais revenons au PNDS. Quelle est la pertinence? Posons le débat. Et c'est à cela qu'on peut évoluer. Sinon, les petites querelles politiciennes, voilà, chacun veut réagir autour des petits sujets de l'actualité, au lieu de traiter les problèmes de fond. Je pense que voilà, on n'en est plus là. D'accord, ça serait le mot de fin. On est pris par le temps. La situation au Gabon et en RDC, on va peut-être l'évoquer le dimanche prochain, si Dieu le veut. On n'est plus par le temps. On ne pourra pas parler donc de ces deux pays. Et voilà, on est pratiquement à la fin de cette émission. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais avec Soumaïla Rabo de Savane FM, Ladji Bama du reporter et Hyacinthe Sanou de la radio Omega FM. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez en compagnie de nos programmes.